Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Denis Machuel, le directeur général de Sodexo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Je vais me poser la question, mais je pense que je ne dois pas être le premier à vous la poser. Est-ce que le pire est passé pour le spécialiste de la restauration collective? Vous êtes leader mondial. Vous êtes toujours dans le dur ou c'est en voie d'amélioration? C'était clairement en voie d'amélioration. On a passé évidemment une période extrêmement difficile avec une vraie preuve de notre résilience. Et une performance qui me rend très optimiste pour l'avenir. Nous venons de publier nos résultats du premier semestre. Ils sont encourageants, en progrès, avec une rentabilité qui est meilleure que prévu. Oui, 3,1%. Voilà, et on a vu en annoncer au-dessus de 2,5, donc c'est bien. Un chiffre d'affaires qui est en ligne. Une dette nette qui est passée de 2,1 milliards il y a un an à 1,7 milliard, malgré la crise. Une génération de cash flow de 240 millions. D'euros. Donc une performance solide dans une crise majeure, évidemment. Oui, mais le chiffre d'affaires, pour le coup, est en baisse de 21,7%. Exactement. Et donc, il était à moins 30. Exactement. Il faut voir l'amélioration comme ça. Ça veut dire, voilà, on part de moins 30, on est à moins 21 et donc... Oui, trimestre après trimestre, nous voyons de moins 30 à moins 25, autour de moins 20. Vous voyez, donc nous voyons les fondamentaux de l'entreprise absolument solides et un progrès sur une route encore un petit peu chaotique. Avec la violence du choc qui est quand même inouïe. Enfin, c'est quand même... Bien sûr, c'est un choc, mais aussi... qui dure quand même, hein. Et une fierté énorme d'avoir vu nos équipes au front contre vents et marées apporter les services qu'il fallait avec nos clients et une immense confiance dans l'avenir par la performance que nous avons sortie et la résilience de notre modèle. Ouais. Et des comptes qui, pour le coup, ne sont pas tombés dans le rouge. Bénéfices en baisse de 90%, certes, mais 33 millions d'euros, c'était important pour vous de rester au-dessus de la ligne de flottaison? Bien sûr, et on a travaillé là-dessus ardemment. 33 millions de résultats nets, mais 265 millions de résultats opérationnels. Ouais. Donc ça veut dire une rentabilité qui tient, qui est évidemment qui n'est pas au niveau de comment on passe de l'un à l'autre alors? On a un certain nombre de restructurations qui ont impacté un peu plus l'écart entre le résultat opérationnel et le résultat net. Ouais. Denis Machuel, vous parliez de cette diversification de vos services diversification qui a permis de limiter la casse, c'est ça aussi? C'est d'être présent dans la restauration, dans l'accueil, dans le nettoyage, la maintenance technique, les crèches, et j'en oublie, c'est tout ça? Oui, la force de Sodexo, c'est son modèle économique, c'est sa stratégie. Un portefeuille de services entre la restauration, les services de facilities management, les avantages pour les salariés, les services à la personne. Donc un portefeuille de services extrêmement large. Une empreinte géographique qui nous fait être sur les 4 continents et donc d'ailleurs qui ont vécu une crise du Covid différente au fil du temps. Et puis des segments clients qui eux-mêmes nous ont apporté une résilience. Certains ont été évidemment très impactés et d'autres ont très bien tenu pendant la crise. Sur les différentes zones géographiques, c'est intéressant parce que votre activité a plus baissé en Amérique du Nord sur le dernier semestre, qui est en décalé, il faut l'expliquer, par rapport au rythme calendaire, qui a plus baissé en Amérique du Nord, moins 32%, qu'en Europe, moins 18%. Moi, je dirais c'est une surprise. J'aurais imaginé le contraire. C'est souvent le contraire d'ailleurs, puisqu'on dit que ça repart plus vite aux États-Unis. Oui, alors les États-Unis ont été effectivement très impactés. Notamment, les écoles ont quasiment toutes fermé, alors qu'en Europe, les écoles sont restées ouvertes. Donc après, il y a des politiques qui expliquent cela. Les universités, qui est un de notre gros business aux États-Unis, ont été aussi fermées ou beaucoup en télé-learning. Et donc, c'est ce qui explique une des différences. Et les Américains, dans le segment entreprise, ont aussi mis beaucoup plus les gens de manière encore plus massive en télétravail. Ouais. Et dans les pays, parce qu'il faut maintenant regarder ce qui se passe aujourd'hui et demain, dans les pays où la vaccination est la plus avancée, est-ce que de concert, vous voyez une amélioration de votre activité? Je pense évidemment, il y a Israël, mais pas que ça, il y a le Royaume-Uni, justement, il y a les États-Unis. Oui. Alors, des exemples très concrets, effectivement, Israël, notre chiffre d'affaires sur l'activité des avantages pour les salariés du mois de mars est en croissance à 2 chiffres par rapport à 2019, donc avant le Covid. La Chine, c'est pareil. Nous voyons des signes de frémissement au Royaume-Uni et la même chose aux États-Unis. Nous pensons que les États-Unis vont, même s'ils ont été impactés plus fortement, repartiront, on les connaît, repartiront très fort. Et donc votre deuxième partie d'année,
elle s'annonce comment? Parce qu'il y a l'incertitude autour de l'Europe, ce qui se passe en Europe, et puis il y a certains pays en Europe aussi qui rouvrent, on l'a vu. On a vu la Suisse, le Portugal, le Royaume-Uni. Tout ça, vous allez en profiter? Oui, on a annoncé d'ailleurs des prévisions du deuxième semestre. Entre 10 et 15% de hausse du chiffre d'affaires. Voilà, alors évidemment la base comparable est favorable, puisque on était au pic de la crise. Mais néanmoins, c'est conservateur, c'est prudent? C'est prudent. Notamment en fonction des incertitudes qu'il peut y avoir encore avec les confinements qui ne disent pas leur nom, qui peuvent arriver en Europe. Néanmoins, ce chiffre d'affaires, il est en ligne avec le premier semestre. Une rentabilité également en ligne avec le premier semestre. Et ça veut dire que nous sommes capables avec ce progrès trimestre après trimestre, d'effacer la saisonnalité habituelle du deuxième semestre qui d'habitude est inférieure au premier. Ah. D'accord. Et dans les zones géographiques qui vraiment vont tirer la croissance, encore une fois, vous pouvez faire des prévisions ou est-ce que, parce que certains nous disent qu'il y aura encore du stop and go sanitaire malgré, encore une fois, les campagnes de vaccination, on n'est pas à l'abri de devoir refermer de temps en temps dans les prochaines années Alors les prochaines années, non, dans les prochains mois, ça n'est pas impossible. On voit quand même que les vaccinations sont menées à marche forcée, notamment aux États-Unis, ce qui nous encourage évidemment beaucoup. Nous voyons une Amérique latine qui tient bien. Et c'est lié aussi à notre positionnement auprès des industries manufacturières et du monde des mines qui continuent d'opérer avec un rythme très soutenu. Et puis nous voyons l'Asie qui est bien redémarrée. Ouais. Quand Sodexo retrouvera son niveau d'activité d'avant-crise, pré-crise? 2023 ? C'est encore un peu difficile à dire, et puis je ne voudrais pas faire des promesses intenables. Donc, mais nous retrouverons et nous dépasserons notre niveau de chiffre d'affaires et notre rentabilité d'avant-crise. Je l'ai annoncé au marché il y a quelques jours. Bon, et donc quand alors? Et ça serait pour quand sans le dater, ça arrivera, mais on ne sait pas quand. Non, mais c'est une question de quelques temps encore. Voilà. Donc, ok. Comment est-ce que c'est intéressant parce que il y a différentes branches, encore une fois, il y a la branche éducation, les écoles, les universités, il y a les entreprises. Expliquez-nous un petit peu justement là où ça repart, là où c'est plus ou moins fort en fonction des activités, pour le coup, non plus par métier, enfin par métier, non plus par zone géographique. Alors, même si les deux sont liés. Très clairement, les hôpitaux, les maisons de retraite, les agences gouvernementales, les mines, tout ça, ça a bien tenu. Et ça va continuer à bien tenir. Les hôpitaux vont retrouver un rythme. Là, ils ont été un petit peu impactés par le Covid. Il y avait plus de retail dans les hôpitaux puisqu'il n'y avait plus de visiteurs. Et puis, il y a eu pas mal de décalage d'opérations pour privilégier les méthodes du Covid. Ça va repartir. Ça pèse combien dans les comptes, ça, la santé? Ça pèse combien? Ça pèse un gros quart. Ça va repartir dans le sport et loisirs, clairement. Au fur et à mesure que les gens vont revenir dans les stades, dans les centres de convention, que le tourisme va revenir à Paris. Donc ça sera un petit peu plus long, mais ça va revenir. Les entreprises, d'abord les entreprises manufacturières, elles n'ont pas arrêté pendant la crise, clairement. Et, dans le service et dans le service, avec le télétravail, qui va se stabiliser autour de probablement 2 jours par semaine, c'est ce que nous estimons. Les gens, mais ce n'est pas une catastrophe pour vous, ça, d'avoir 2 jours de télétravail? C'est un changement de modèle. C'est un changement. Alors, ce n'est pas un changement de modèle complètement. Il faut s'adapter à un télétravail qui prendra un petit peu plus de place qu'avant. Avant, on était un petit peu moins d'1 jour par semaine en moyenne. Là, on va passer à 2 jours. Voilà. Ça change un peu l'équation, quand même. C'est une vraie opportunité pour nous. Et je veux dire pourquoi. Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, il faut réinventer à la fois les espaces et la restauration. Ce qui va être critique pour l'avenir, c'est la façon dont nos clients vont réinventer une vie au travail. De quoi est-ce qu'on a finalement souffert pendant cette crise? C'est la perte du collectif. Et tous nos clients nous disent « je veux revenir mes salariés au bureau ». À nouveau, peut-être autour de 3 jours par semaine, parce qu'il faut qu'ils refassent société, il faut retrouver du lien social. Et nos métiers sont au cœur de ce lien social et de cette vie du collectif. Oui, peut-être que la cantoche ne sera plus tout à fait pareille, désormais. Alors, elle était déjà en évolution avant le Covid. Elle était déjà digitalisée, elle était déjà multicanale. Et le Covid est finalement pour nous une opportunité extraordinaire d'accélérer. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Nous venons d'implanter chez un grand de la tech en France notre offre 360, où quand vous arrivez le matin, avec votre app, vous pouvez savoir ce que vous pouvez déjeuner le midi au restaurant entreprise, les allergènes, vous pouvez réserver une table, vous pouvez commander en click and collect, en click and deliver, vous pouvez commander notre offre Food Chéri de livraison de repas, vous pouvez commander 6 zones à domicile, et vous pouvez utiliser tout ça sur la même appli, votre carte restaurant virtuelle, pour commander aussi à travers des plateformes d'intermédiation, comme Uber Eats ou Deliveroo,
ou aller dans un restaurant autour de chez vous. Cette offre absolument 360, elle réinvente la restauration complètement. Ouais, donc c'est une nouvelle façon de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, nouvelles habitudes de repas, c'est ça? Oui, aujourd'hui, c'est plus le consommateur qui s'adapte à l'offre, c'est l'offre qui s'adapte au consommateur. Ouais. Il a fallu, au global, adapter tous vos services de restauration collective à ces conditions exceptionnelles qu'on vit de crise sanitaire. Il a fallu repenser tous vos métiers ou... Oui, on les a redesignés, on a accéléré leur digitalisation. C'est surtout ça le gros move, il vient de là? C'est une force en fait, qui complète un service qui sera toujours en grande majorité dans la vie réelle. Quand vous mangez, c'est la vie réelle, c'est pas du virtuel, c'est pas d'électronique. L'électronique aide simplement, le digital aide simplement, vous aide à être plus efficace et plus multicanal et plus agile. Après, vous venez de vous allier, j'ai vu ça avec Uber Eats, partenariat mondial, d'abord en France, puis en Europe, et puis après, je crois, en Amérique du Sud, si j'ai bien lu. Et là, on se dit, qu'est-ce que le roi... Enfin, si, il y a comme il y a des passerelles, mais voilà, le roi de la cantine qui s'allie au leader mondial des VTC, enfin, avec sa filiale de distribution de repas. Alors, nous avions déjà, sur notre plateforme de carte repas... C'est pour ajouter, encore une fois, une corde Oui, c'est ça. Parce que Food Chéri, ce sont vos cuisines. C'est vous qui cuisinez. Voilà, là, vous ouvrez complètement... On ouvre à nouveau un canal supplémentaire. Nous étions déjà connectés à travers notre carte restaurant virtuelle à 70 plateformes d'intermédiation dans tout un tas de pays du monde. Alors pourquoi Uber Eats en est une de plus. Alors pourquoi ce partenariat? Ah, c'est une de plus, d'accord. Voilà, mais l'intérêt d'un partenariat mondial, c'est justement la force, l'efficacité des systèmes qui sont interconnectés, et puis c'est la force de cette alliance pour proposer des choses qui sont encore plus customisées pour nos consommateurs. Je vous sens assez confiant, encore une fois, pour l'avenir. Oui. D'abord, c'est votre boulot, évidemment, de chef d'entreprise, j'imagine, parce que si on est négatif, tous les matins, on ne fait rien. D'abord, effectivement, mon métier, c'est d'être optimiste. Ensuite, mais optimiste et réaliste. Ensuite, on vient de passer... Donc le pire est derrière. Pour vous, le pire est derrière. Oui, on va passer la crise la plus extraordinaire qu'on a connue de nos 60 ans, bientôt 60 ans d'existence, de manière remarquable. On a montré notre résilience. On a montré l'essentialité de nos services, que ce soit le facilities management ou tous les services de restauration. Donc nous avons délivré de la performance pendant ce temps-là et nous avons accéléré notre transformation, que ce soit sur les services de FM ou de la restauration. Évidemment, je suis optimiste. Ouais. Après, Sodexo, j'ai vu, vient d'être référencé pour gérer clé en main des centres de vaccination anti-Covid, contre le Covid. Et là, je me dis, mais c'est vrai que vous savez faire ça quelque part. Enfin, vous savez faire tout ce qui est autour, c'est-à-dire l'accueil, c'est ça, le fait de désinfecter les lieux, le fait de... C'est la restauration pour les professionnels de santé, c'est tout ça? Le métier du facilities management particulier, c'est de permettre... Comment on le traduit en français, facility management? Il y a un terme un petit peu vieillot qui s'appelle services généraux qui ne reflète pas bien ce qu'est notre métier. Notre métier, c'est d'aider nos clients à se concentrer sur leur cœur de métier. Le cœur de métier d'un hôpital, c'est de vacciner les gens, en l'occurrence, c'est de prendre soin d'eux d'un point de vue purement médical. Ce que nous faisons au Royaume-Uni, par exemple, parce que ce que nous avons gagné en France, c'est un référencement. Au Royaume-Uni, nous opérons 150 centres de tests du Covid, de tests rapides du Covid, qui vont devenir à terme des centres de vaccination. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons tout. Nous faisons l'accueil des personnes qui arrivent, nous faisons l'organisation des flux, nous gérons évidemment tout l'aspect sanitaire, le suivi et la restauration évidemment des personnels qui servent et qui s'occupent de la vaccination ou des tests. Ça permet à l'entité médicale de se concentrer sur ce qu'elle doit faire de bien et pour nous de créer des environnements qui sont à la fois efficaces et conviviaux pour que tout se passe bien. Voilà notre valeur ajoutée. Nous aidons nos clients à se concentrer sur leur cœur de métier et nous favorisons l'efficacité, la convivialité partout où nous sommes. Cette gestion clé en main des centres de vaccination, c'est pas une activité philanthropique, c'est pas pour être utile, c'était un vrai business pour vous, même si... Notre business, c'est d'être utile. Notre business, c'est d'être utile. Non, mais je veux dire, oui, bien sûr, non, mais vous avez compris, c'est pas pour aider dans la crise, c'est une vraie opportunité de business. Bien sûr. Et en même temps, on a les deux, on aide. Bien sûr, vous savez, quand nous avons lancé notre offre Rise with Sodexo, qui était juste au mois d'avril et mai, c'est-à-dire on était encore en pleine crise, l'offre que nous avons lancée, c'était d'accompagner nos clients pour reprendre plus vite et en toute sécurité, notamment avec nos services de désinfection, de nettoyage, de bio-nettoyage. Quand vous faites ça, vous faites du business, bien sûr, et vous êtes hyper utile au redémarrage de l'économie. Avec qui vous avez contracté là-dessus, sur ce contrat-là? Tout un tas de grandes entreprises, notamment les entreprises manufacturières. Non, je pense dans les hôpitaux. Alors aujourd'hui, c'est un référencement auprès des acheteurs
Pour les centres de vaccination, pardon. Pour les centres de vaccination, c'est un référencement que nous avons gagné auprès des collectivités, du réseau des acheteurs des hôpitaux français. Et qui, le cas échéant, si un hôpital décide de mettre en place un centre de vaccination, s'adressera donc à nous. D'accord. De manière prioritaire, exclusive Pour le moment, nous sommes les seuls référencés, absolument. Bon. Un petit mot quand même de... juste parce que vous me parliez de la marge d'exploitation, je n'ai pas réagi sur le coup, 3,1% au-delà de ce qui était attendu. Il a fallu serrer les boulons comme jamais ? Il a fallu maîtriser les coûts. Quand vous avez un chiffre d'affaires qui est en baisse, vous devez ajuster vos coûts en fonction d'eux. Et il a fallu serrer à quel endroit, essentiellement ? Eh bien, nous avons réajusté, évidemment... Sans que ce soit au détriment, évidemment, de l'avenir. Oui, nous avons réajusté nos coûts sur les sites, bien sûr, et nous avons réduit aussi nos coûts de fonctionnement. Et évidemment, les coûts de voyage, ça s'est fait assez naturellement. Voilà, ça s'est fait C'est un gros poste, les coûts de voyage. Chez nous, oui, une entreprise mondiale, on est présent dans 64 pays, nous avons des clients mondiaux, donc c'est un coût qui n'est pas négligeable. En centaines de millions d'euros on ne communique pas là-dessus, mais c'est un coût important, qui reviendra, mais pas à hauteur d'avant le Covid, bien sûr. On ne prendra pas les mauvaises habitudes. Voilà. Et puis, ce sera meilleur pour l'empreinte carbone. Là où nous avons fait attention, c'est à ne pas faire d'économies, et au contraire à réinvestir sur le digital, sur nos plateformes de technologie et sur notre chaîne d'approvisionnement. Niveau humain, niveau personnel, il a fallu aussi réduire un peu la voilure ? Oui, nous avons dû, dans les pays où il n'y avait pas de filets sociaux comme le chômage partiel, on a dû réajuster nos effectifs. Nous avons procédé à un certain nombre de licenciements que nous avons accompagnés avec un programme de soutien aux salariés qui avait été financé par la solidarité des dirigeants. Nous avons été la première société à le faire. Et en France, c'est sur nous avons mis 30 millions qui ont été prélevés sur les bonus, sur votre salaire. Sur mon salaire en particulier. J'ai abandonné mon bonus. La présidente du conseil d'administration a divisé également son salaire par 2. Et ça nous a permis de donc, financer un programme de soutien de 30 millions pour les salariés qui n'avaient pas de filet de sécurité sociaux. Bon, j'ai regardé l'action Sodexo, elle gagne 20% depuis le début de l'année. Mais sur 3 ans, ça fait du surplace. Comment est-ce que vous analysez ce parcours boursier au-delà du court terme ? Là, aujourd'hui, d'ailleurs, quand j'étais venu vous voir... C'était en novembre. Voilà, c'était en novembre. On a fait plus 44% depuis novembre. Je vous avais dit que l'action était bradée. Elle l'est, effectivement. Je pense qu'elle a encore un vrai potentiel de croissance. Avant crise, nous étions autour de 100 €. 110, ouais. Voilà, on est à 85 autour de cela. On a encore un très très beau potentiel de croissance, notamment parce que nous avons montré notre résilience et notre modèle n'a jamais été aussi pertinent que maintenant. Ouais, avec une grosse accélération sur le digital. Mais qu'on entend partout, tous les patrons qui passent sur ce plateau me disent la même chose. Oui, et la force de Sodexo, c'est l'alliance justement du digital et du réel. Ouais. Avec cette décote, j'ai vu une décote de quinzaine de pourcents de Sodexo par rapport à vos pairs, Compass ou Elior. Comment vous l'expliquez, ça ? Alors, je ne pense pas qu'on ait une décote de 15% par rapport à... C'est ce que j'ai lu sur le revenu. D'un point de vue performance, nous avons à avoir... Décote boursière. Oui, j'entends bien. Ouais. Okay. Ce que nous devons faire, c'est continuer à montrer que nous sommes capables d'avoir des taux de croissance que j'avais relancés en fait avant crise. On avait connu une petite période où notre croissance était un petit peu faible. On se situe entre 1 et 2%. Et mon objectif, d'ailleurs avant crise, on était sur une trajectoire à 4%. Et mon objectif, c'est effectivement de retomber sur des trajectoires à 4, 5, 6% qui redonneront encore plus de couleur à l'action. Bon, et Sodexo donc, est sorti du CAC 40, c'était en 2020 hein, C'était en 2020. C'était en 2020, mais qui a intégré le CAC 40 ESG. Est-ce que vous ne préfériez pas que ce soit le contraire ? Écoutez, si on regarde l'avenir, je crois que c'est vraiment le classement dans lequel il faut être, le CAC 40 ESG. Ça reconnaît à la fois la capacité de Sodexo de délivrer une performance économique et une performance extra-financière. Ça reconnaît l'ancrage profond de Sodexo depuis sa création dans le développement durable et ce entre l'économique et le durable qui est absolument nécessaire pour les années qui viennent. Vous sentez une pression des marchés, des actionnaires, des investisseurs sur l'idée qu'il faut accélérer, qu'il faut être vertueux en matière d'environnement, de social et de gouvernance ? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a ce procès en greenwashing de la finance qui se veut verte et au final, est-ce que... Ce que j'entends en tout cas, et je sors de 2 semaines de roadshow avec nos investisseurs ou investisseurs potentiels, puisqu'on a publié nos résultats du H1, donc juste après on fait les roadshows, et j'entends de plus en plus de questions sur comment est-ce qu'il s'y prend. Sodexo est un pionnier dans le gaspillage alimentaire, pionnier dans l'énergie renouvelable, pionnier sur la chaîne d'approvisionnement durable.
Et j'entends de plus en plus de questions intéressées, creusant vraiment comment on s'y prend. Nous sommes aujourd'hui un modèle sur ce domaine. Nous avons pris des engagements extrêmement forts. Nous avons obtenu la note A. Donc on est parmi les 270 entreprises du Carbon Disclosure Project qui sont vraiment leaders dans leur domaine. Et beaucoup de nos investisseurs se posent vraiment les questions et essaient de comprendre. Et on voit vraiment un intérêt aujourd'hui. Bon, en tout cas, merci d'être venu nous voir. Denis Machuel, directeur général de Sodexo. Si l'action prend 40% à chaque fois entre deux passages ici tous les 6 mois, il va revenir vite. Il va revenir plus souvent. Hein. Merci de passer nous voir. Merci David. Bonne journée, au revoir. Au revoir.